Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire une ou quelques vidéos sur le jeu Might and Magic 10 Legacy. Alors, je vous le dis tout de suite, il est fort peu probable qu'on aille au bout du jeu. Parce que c'est un jeu qui est assez délicat. Et c'est un jeu dont la deuxième moitié, je dirais, m'a pas forcément convaincu. Alors, donc c'est un Might and Magic, donc vous allez dire, ah oui, effectivement, j'ai déjà fait le 6, le 7, le 8, le 9. Mais ça, c'était les Might and Magic de deuxième génération. Enfin, ce que j'appelle Might and Magic de deuxième génération. C'est-à-dire ceux... Sur Might and Magic, vous avez toujours été en vue première personne. Mais c'était ceux avec un mouvement relativement fluide. Et pas du tour par tour, case par case. Et ben Might and Magic 10 revient vers le tour par tour, case par case, comme Might and Magic 3 ou 4 ou 5. Bref, on en revient vers un Might and Magic de première génération, mais c'était fait quoi en 2010 2014 hein, peut-être plutôt, ouais 2014 je crois, ou par là. Donc il y a forcément des changements. Donc le premier changement, c'est que là ça va se passer dans le monde des Heroes of Might and Magic de Ubisoft, c'est-à-dire le monde d'Ashan. Donc en particulier dans une région qui s'appelle la péninsule d'Agin. Donc on sera assez loin d'Enros, d'Eracia et de tout ça. Hein. Donc il n'y a aucun lien avec les anciens Might and Magic, n'en cherchez pas, il n'y en a pas. Il va avoir des liens, c'est surtout au niveau du nom des PNJ, où vous aurez des Killburn, des choses comme ça, hein, voilà, histoire de dire on est dans un Might and Magic, donc il faut reprendre les noms qui ont fait les grands personnages de la série. Mais en dehors de ça, où vous allez commencer à Sorpigal-sur-Mer, vous voyez, bon, Sorpigal by the Sea, mais voilà, derrière il n'y a aucune connexion avec les anciens mondes de Might and Magic. Donc on va commencer une nouvelle partie. Ça, on joue en mode aventurier, on va pas se prendre la tête. On va faire un groupe, alors aléatoire par défaut, manuel, aléatoire certainement pas, par défaut non, manuel oui. Donc nous allons avoir 4 personnages. Pour chaque personnage, nous allons choisir deux choses, la race, la classe. Et après on va faire l'allocation des statistiques. Donc qu'est-ce qu'on va faire? 4 personnages, généralement on fait 2 CAC, ou 2 personnages en dégâts physiques et 2 personnages casteurs. Donc on va commencer par un personnage en dégâts physiques. Donc chaque race a des classes dégâts physiques, des classes casteurs. Humain par exemple. Alors pour chaque race vous avez 3 classes. Je crois pas que vous en ayez plus. Donc vous avez plutôt une race DPS CAC, une race un peu plus hybride autre, et une race typée clairement mage. Donc chez les humains, le CAC c'est le mercenaire qui peut s'avancer grâce à une promotion en sabre-vent. Donc en tant que mercenaire, il n'a pas forcément de spécificité, mais lorsqu'il sera devenu sabre-vent, il pourra faire en sorte que sa première attaque, si l'ennemi est full vie, ne peut pas être esquivée, parée, bloquée. Et éventuellement il a un rush. Bon. Il y a le croisé qui est une espèce de paladin qui peut rendre tout, qui peut soigner tout le monde. Et qui aura quand même à mon avis des capacités de CAC. Et le free mage, l'archimage, enfin le mage libre hein, qui deviendra archimage, lui pourra avoir le sort arrêt du temps. L'intérêt du mage libre, si je ne dis pas de conneries, c'est que c'est le seul mage qui va pouvoir être bien développé dans toutes les magies élémentaires. Donc c'est pour ça que je ferai certainement un caster mage libre. Les elfes peuvent être dense lame, donc des PSK à 2 armes, qui amélioré deviendra maître des lames pour avoir une attaque supplémentaire après avoir achevé un ennemi au corps à corps. Je pense que ça c'est hyper situationnel, ça arrive pas très souvent, donc c'est bien, mais voilà. Et carnage, puisque
Maître des Lames est inspiré par la classe de Heroes of Might and Magic. Et sur Heroes of Might and Magic, les danses lames, etc. peuvent faire une attaque circulaire. Hein. Donc voilà. Vous avez le rôdeur qui est l'archer. Donc techniquement, hein, voilà. Qui peut faire un shoot AOE au cac. Et le druide qui sera le mage plutôt spécialisé en magie de la terre. Avec par exemple restauration, qui crée une aura autour du groupe, qui soigne tout le monde. Enfin non, qui soigne la personne la plus blessée, pardon. Ensuite, on va avoir les nains avec le défenseur. Évidemment, l'archétype type du nain, c'est défenseur, bien sûr. Donc le défenseur, c'est le maître du bouclier, avec des tentatives de blocage potentielles. Dès qu'une tentative de blocage... Enfin, dès qu'il voudra faire une tentative de blocage, il pourra essayer d'activer donc des possibilités de blocage supplémentaires. Vous avez l'éclaireur, qui est l'arbalétrier, donc qui peut tirer assez loin et stun ses ennemis, ou au moins les immobiliser à défaut de les stun, mais qui peut les route. Et le prêtre des runes, qui lui va être plutôt le mage orienté feu a priori. Donc avec comme capacité spéciale rune ardente, qui crée une rune qui inflige à chaque tour 100 points de dégâts de feu à tous les ennemis sur cette case et autour de la case. Elle dure 3 tours. Enfin, vous avez les orques. Donc ils peuvent être barbares. Donc le guerrier puissant à la deux mains, hein, typiquement. Donc avec les gros bâtons, les grosses masses. Chef de guerre. Donc il y a la rage qui lui permet de frapper plus fort lorsqu'il est blessé. Vous avez le chasseur, qui va être la personne qui va poser des pièges, qui font des dégâts et qui peuvent faire perdre des actions aux adversaires, ainsi que le harpon, qui peut faire grappin, et le chaman, qui a la capacité de magie du sang, donc il permet de régénérer de la mana lorsqu'il perd des points de vie. Ça peut être tout à fait utile sur ce jeu, parce que vous allez voir que vos personnages vont perdre beaucoup de points de vie, ils vont perdre souvent des points de vie. Donc, puisque on va pas se mentir, ce jeu par rapport au Might and Magic de deuxième génération, ce jeu c'est du spam popo. Vos personnages ont peu de vie, peu de mana. Un sort va coûter le tiers de la barre de mana. Une baffe des monstres va coûter le tiers de la barre de vie. C'est juste hardcore. Beaucoup de monstres frappent plusieurs cibles. Bref, vous allez vous retrouver soit à vous reposer souvent. Or vous pouvez pas, puisque vous pouvez pas avoir plus que 6 rations sur vous. Soit vous allez vous retrouver à spam popo. Et effectivement, c'est ce que vous allez faire, d'autant que ce jeu introduit par rapport au Might and Magic 6, 7, 8 et 9 la notion de boss. Vous allez régulièrement pour vos quêtes devoir tuer des boss. Et les boss fights, quand vous avez aussi peu de vie et de mana, ça tourne forcément au spam popo, que ce soit vie ou mana. Puisque quand vous prenez une potion, derrière il n'y a aucun cooldown, hein, bien sûr, dessus. Alors, donc on disait le chaman, donc qui à chaque fois qu'il se fait blesser régène la mana, du coup effectivement ça peut être intéressant pour lui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, je pense qu'on va faire un mercenaire et un défenseur. Donc on va commencer par faire le défenseur. Donc vous voyez que chaque race en plus a un racial passif. Les orques ont 20% de chance de résister au debuff. Les nains ont 1 PV en plus par point de vitalité. Les elfes gagnent plus d'esquive et les humains ont des points de compétences supplémentaires. Vous allez voir ce qu'il en est des points de compétences tout à l'heure. Donc on va commencer par faire un nain défenseur, parce que voilà. Donc vous n'avez que 4 portraits, 2 masculins, 2 féminins. Ça c'est complètement ridicule. De manière générale, Might and Magic 10 c'est quand même un jeu avec petit budget fait un peu au rabais. Hein. Soyons réalistes, c'est un jeu qui n'est pas déplaisant,
mais sur lequel on sent vraiment que Ubisoft, ils ont vraiment pas alloué des crédits particuliers hein, sur ce jeu. Donc voilà, c'est pas forcément trop grave, hein, mais on aurait quand même apprécié d'avoir un peu plus de personnalisation au départ. Donc, puis les filles, elles ont la même tête, hein, c'est juste pas la même coupe de cheveux, quoi, mais le reste c'est pareil. On va prendre toi là, le blondin. On va prendre une voix héroïque, on va te laisser Leif parce que ça fait très suédois ou norvégien, tiens Leif. Et donc c'est là qu'on a les points de compétences. Donc là on a toutes les compétences du jeu. Vous avez donc les 7 compétences d'armes, les 11 compétences diverses et les 7 compétences de magie. Alors en armes vous avez épée, hache, masse, dague, lance, arc et arbalète. Alors parfois, en fait, la compétence lance, il faut plutôt prendre ça comme une compétence polearme. C'est-à-dire que vous aurez parfois des haches à deux mains. Les haches à deux mains, elles vont vous demander d'avoir de la compétence en hache et d'avoir de la compétence en lance. Du coup, le nain commence avec 3 points en... Le défenseur avec 3 points en hache. Donc, effectivement, le défenseur nain, il est déjà vachement bien développé. De la même façon, en compétences d'armure, vous avez 2 armes, enfin diverses, vous avez 2 armes, arme à deux mains, bah, tiens, là, arme à deux mains en plus. Combat, donc ça va être des skills actifs à lancer en combat, par exemple un skill de taunt, qu'a dès le départ votre personnage. Armure intermédiaire, armure lourde, bouclier, endurance, donc qui augmente les points de vie, esquive, qui comme son l'indique augmente vos chances d'esquiver les coups, mysticisme qui augmente les points de mana, discipline arcanique qui permet de résister à la magie, focus magique qui permet d'utiliser un certain type d'armes, et magie après les différentes écoles de magie, la magie primordiale, magie du feu, magie de l'air, magie de la lumière, magie de l'eau, magie de la terre et magie des ténèbres. Donc notre ami commence avec la possibilité, alors les skills, vous commencez pas au maximum. Le nombre de chevrons là indique à quel niveau le skill peut monter. Un chevron indique que vous pouvez apprendre le skill au niveau novice. 2 chevrons au niveau maître. Non. Alors un chevron c'est jusqu'au niveau expert, pardon. Vous pouvez être jusqu'à expert. 2 chevrons jusqu'au niveau maître, 3 chevrons jusqu'au niveau grand maître. Donc là le personnage peut, Leif en l'occurrence, peut être grand maître en hache et en bouclier. Il peut être maître en armure lourde. Grand maître en armure lourde et maître en endurance. Et il peut être aussi grand maître en combat. Donc ça vous donne une idée des compétences de toute façon sur lesquelles il est assez attendu. Donc il a déjà hache et bouclier qui sont sélectionnés. On va lui prendre armure lourde. Et combat ou endurance. Combat, il y a un taunt, et il y a bris qui permet de réduire l'armure de l'adversaire. Le problème que je vois avec combat, c'est que ces skills bouffent énormément de mana. Mais énormément. Je vais plutôt conseiller qu'arbalète, parce qu'une attaque à distance, ça peut toujours être utile. Et donc vous avez ensuite 5 points de stats à mettre. Vous ne pouvez pas retirer des points de stats qui sont déjà distribués. Donc vous avez la force qui augmente les dégâts au cac. Donc à raison de 0 par point. Formidable. Magie, ça augmente, j'imagine, la mana. Voilà. Ainsi que la puissance magique. Perception augmente les chances de toucher.
soit au corps à corps ou à distance, et les dégâts à distance. Destinée augmente les chances de critique et d'esquive, vitalité les points de vie, et esprit le maximum de mana. Donc nous on va jouer essentiellement sur force, perception, vitalité. On va mettre 2 points en force, 2 points en vitalité, 1 point en perception. De la perception c'est parce que ça augmente les chances de toucher. Et qu'on aime toucher. Le deuxième personnage, ce sera un deuxième CAC. Et on a dit on va faire un humain. Un mercenaire. On va faire une femme pour changer, donc on va prendre la blonde. On va faire une voix cynique. Et donc là les humains, si vous prenez le temps de regarder, vous allez voir que leur gros problème, en armes ils ne peuvent pas devenir grands maîtres. Pas du tout. Ils peuvent devenir maîtres de beaucoup d'armes, quasiment toutes, mais ils ne peuvent devenir grands maîtres de quasiment rien. Même de rien du tout en armes. Eux, grands maîtres, c'est combat, armure intermédiaire, esquive. Du coup, je les trouve pas super sexy en fait. Donc je sais pas si je vais faire un humain, parce que franchement je trouve pas ça très sexy de pouvoir être grand maître en rien. Alors que le Danslam. Alors que les elfes, eux, ils peuvent devenir grands maîtres à l'épée. Et à la dague. Grand maître en dual wield. Par contre, en armure, rien du tout, quoi. Et vont être grand maître en esquive. Donc là, on est vraiment dans le full DPS, quoi. Du coup, je sais pas trop. Parce que prendre un orc barbare, ouais, non. Les orques barbares, ça donne quoi? Eux, ils vont être forts en masse et en lance, hein, les orques barbares avec les armes à deux mains. Et ils auront quasiment pas de compétences d'armure non plus. Donc les compétences d'armure, de toute façon, peut-être le paladin, le croisé. Le croisé peut devenir grand maître à l'épée, et grand maître en armure lourde, et grand maître en magie de la lumière. Du coup, on va peut-être tester un croisé en fait. Le croisé, lui, il est plus tanky, quoi, en fait. Hein. Alors, on va essayer de prendre un croisé. Donc, il a la magie de la lumière qui est sélectionnée, qu'on ne peut pas lui enlever. Il a l'épée. Il lui reste 4 skills. Donc, on va lui prendre l'arbalète parce qu'une attaque à distance, c'est bien. On va lui prendre l'armure lourde parce que c'est toujours pratique. Par contre, il peut pas dual wield du tout. C'est ça qui est pas cool. Est-ce que le mercenaire il peut dual wield au moins? Le mercenaire peut quand même dual wield. Hein. Donc on va quand même partir sur un mercenaire, je pense, comme on l'avait imaginé. Donc on va prendre... on va pas prendre armure lourde parce qu'on va lui prendre esquive. On va lui prendre dual wield. On va lui prendre l'arbalète. Et on va lui prendre endurance parce que c'est bien de... On va prendre arbalète si tu peux être maître. Et on va lui prendre donc endurance parce que c'est bien d'esquiver, mais aussi bien d'encaisser les coups, surtout quand on n'a pas des masses d'armure. Daniel? 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 Vous avez déjà vu des femmes qui s'appellent Daniel, vous? Oui, mais avec un E à la limite. Oui, voilà, mais Daniel comme ça, non. Ça me dit trop rien. Bon. Du coup, Daniel, on va te mettre 2 points en force. On va te mettre 1 en destinée parce que toi, de la destinée, tu as besoin de faire du critique et pour esquiver. Et de la perception. Alors toi, tu as des stats de merde par contre. Hein. C'est pas fantastique.
Ensuite, nos deux magiciens. Donc on aura un caster humain, un free mage. Donc là, effectivement, si vous prenez deux humains, par exemple, ou deux humaines, hein, vous pouvez avoir la même voix sur les deux, c'est un peu con. Erhardt, bon, ça fait pas très féminin comme nom. Alors, Erhardt, toi tu commences avec focus magique et magie primordiale. Ouais, c'est pas la meilleure magie. Donc elle peut être maître dans toutes les magies élémentaires, dans toutes les magies en fait, tout court. Après, elle va plutôt être orientée magie air, magie des ténèbres. Je peux te donner une arbalète et je vais le faire. Je vais te donner mysticisme parce que sans mana sur ce jeu, c'est même pas la peine. Et on va prendre comme le feu et on va prendre l'air. L'air, c'est vraiment pas une magie extraordinaire au départ. Peut-être qu'elle devient beaucoup plus tard plus forte. Cela, le problème, c'est que sans terre, sans lumière, elle soignera rien du tout. Je vais t'enlever arbalète et je vais te donner magie de la lumière. Donc toi, tu vas monter en esprit parce qu'il te faut de la mana et en magie parce qu'il faut que tes sorts soient efficaces. Et enfin, on va finir par un mage elfe, qui sera un druide, qui lui va plutôt être orienté... Donc elle sera plutôt orientée en magie de la terre. De toute façon, le druide est spécialisé en eau et en terre. Hein. Donc toi, on va te prendre mysticisme, c'est juste absolument obligatoire. Toi, tu vas faire quasiment que du heal. Donc soit on te prend l'arc, soit on te prend la magie de la lumière. Ou alors on va te prendre focus magique, je sais pas. On va te prendre focus magique, on va voir si ça vaut. Donc toi, on va te mettre ça et puis un point en vitalité aussi parce que tu as besoin de PV quand même. Hein. T'as ma mage libre vitalité 4, ça craint. Et donc on est parti. What is the meaning of a dream? Only Asher knows. Alors cette introduction je la coupe, pourquoi? Parce qu'elle est vraiment pas terrible. Ça vous expliquer simplement qu'il y a des choses bizarres qui se passent, bon, mais c'est pas fantastique. Je suis pas fan de cette intro. Et donc vous êtes... They were not mere brigands or adventurers only interested in glory and gold. They believed in a higher calling, an ideal of honor and courage. These values were the legacy of their mentor, Owen, a raider himself, and a veteran of the Battle of Hammer Fall. Donc en gros, ce jeu vous raconte l'histoire de héros. Hein. Donc des héros qui ont vécu... donc qui étaient les élèves de maître Owen, qui leur a appris les voies de l'aventure. Et donc tu vas suivre leur périple, hein, ces héros. Et donc leur périple a commencé à la ville de Sorpigal-sur-Mer. In a way, it was also their mentor who had led them to the Aegean Peninsula. He had been a son of Carthal, and before his tragic death, to honor their master's wish, they boarded the first... Voilà, puisqu'en fait l'idée c'est que le mentor de ce groupe était décédé et voulait être enterré, enfin que ses cendres soient déposées dans la ville de Carthal, qui est un peu la capitale de la péninsule d'Aegine. Or, la ville de Carthal était bloquée à ce moment-là. Et donc les personnages débarquent à Sorpigal-sur-Mer. Et donc le problème c'est que donc vous jouez ce groupe de héros, vous arrivez à Sorpigal et on va vous expliquer que pour aller à Carthal c'est pas possible à cause de bandits, à cause de plein de choses comme ça. Vous allez donc devoir, comme toujours sur les jeux de rôle, hein, nettoyer, enfin arranger les affaires de la terre entière,
pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Donc au niveau de l'interface, c'est une interface relativement épurée. Ça j'apprécie, je trouve que c'est pas mal. Donc vous avez une vue assez large sur ce qui se passe. En bas à gauche, vous avez une espèce de feu de camp, ça c'est le nombre de rations. Vous pouvez en avoir au maximum 6, jamais plus. Au-dessus, vous avez les pièces d'or. Actuellement, j'en ai 200. En dessous, vous avez 3 icônes. Vous avez l'icône inventaire, l'icône grimoire et l'icône journal. Alors, l'icône inventaire, comme son nom l'indique, c'est l'inventaire des personnages. Donc là, vous notez qu'on a des artefacts. Ça, c'est parce que j'ai une version spécifique du jeu. Du coup, j'ai quelques artefacts qui sont inclus de base avec. Mais c'est plutôt des artefacts qui sont pour un... Bon, il y a une pièce d'armure lourde et un casque pas mal, mais après les armes sont plutôt à destination d'un barbare. Ce qui est logique, ce sont les artefacts de Kragak. Donc au niveau de l'inventaire, donc vous avez les pièces d'inventaire, donc les amulettes, 2 bagues, une arme, un bouclier, une arme à distance, ou disons une main gauche, une main droite, les armes à distance, bottes, gants, plastrons et casque. Pas de jambière, pas de bottes, si des bottes, mais pas de jambières, pardon, pas d'épaulières sur ce jeu. Vous avez tout en haut la barre d'XP. Vous avez à gauche les statistiques, donc santé, mana, les points d'attributs, les compétences, enfin les caractéristiques en défense, armure esquive, chance de blocage, etc. Et vos résistances. Jusque là, il n'y a rien de révolutionnaire sur ce jeu. À droite, au-dessus de l'inventaire, vous voyez plein de cercles. Ce sont les bénédictions. Vous allez les acquérir de toute façon obligatoirement au fur et à mesure que le jeu va avancer. Et ensuite vous avez des succès, donc acte terminé, égide, sabrevent, druide ancien, etc. Ça va être pour les promotions. Vous avez le bouton sur opposé. Ensuite vous avez un onglet combat, donc qui vous indique les statistiques d'attaque de votre personnage. Donc votre score d'attaque, vos dégâts, vos chances de critique, voilà. Et enfin inventaire, et enfin équipement, donc voilà. Donc vous avez équipement combat. Le deuxième onglet, c'est l'onglet grimoire. Grimoire, c'est la liste des skills que vous avez. Et c'est là que vous allez pouvoir augmenter vos skills quand vous gagnerez des niveaux. Donc au niveau des skills, pour l'instant, j'ai attaquer, attaque à distance, défendre, enfant d'Arcath, donc 10 de résistance dégâts de feu. Ça c'est un passif pour les nains. Et robuste. Voilà. Et enfin les compétences, donc c'est ici qu'on pourra les améliorer plus tard. Donc vous avez la liste de toutes les compétences disponibles à votre personnage. Et donc là vous pouvez voir les effets. Donc par exemple à la hache. À chaque fois que vous mettez un point en hache, ça augmente de 2 votre ça augmente de 2 points votre score d'attaque. Et donc les dégâts augmentent aussi de 5%. Donc là vous avez l'effet des points. Donc si vous avez par exemple 5 points en hache, ça fait quand même 25% de dégâts en plus. Ouais, c'est ça. Et donc après, quand vous passez expert, maître ou grand maître, vous avez des points supplémentaires. Donc quand vous passez expert, c'est 5% de chance de critique en plus. Maître, c'est une augmentation des dégâts critiques. Et une hémorragie quand vous faites un critique. Et grand maître, vous passez non pas de 5% d'augmentation des dégâts par point, mais vous passez à 8% d'augmentation des dégâts par point en hache. Donc ça c'est très intéressant parce que pour être grand maître, il faut, je dirais, une quinzaine de points. Peu s'en faut par là. Du coup ça fait une augmentation des dégâts qui est très très importante. En bouclier, pour chaque point que vous mettez, vous augmentez d'un point 1% vos chances de bloquer. Et vous gagnez donc pour l'instant une tentative de blocage en plus. Quand vous passez expert, vous gagnez 2 tentatives de blocage en plus. C'est-à-dire que normalement chaque round vous pouvez bloquer une attaque, mais là vous pouvez en bloquer une deuxième. En maître, vous faites une riposte après le premier blocage que vous avez fait. Et en grand maître, vous pouvez aussi bloquer les attaques à distance qui visent tes alliés tant qu'il te reste des blocages disponibles.
En combat, donc combat ça te permet, ça t'augmente ta mana de 2 points par niveau de compétence, donc si tu as 10 en combat ça te fait plus 1 en mana. Et puis ça te donne l'accès à des skills. Donc d'abord défi et bris. Quand tu deviens expert, tu as brise crâne et assaut inexorable. En maître, tu as interception et coup furieux. Et en grand maître, provocation et attaque parfaite. Enfin en armure lourde, les armures lourdes induisent des malus aux chances de toucher. D'habitude les armures c'est des malus à la vitesse. Sur ce jeu, quand vous avez une armure lourde, vous avez une pénalité qui peut être assez importante aux chances de toucher. Eh bien la compétence armure lourde va réduire ce malus. Donc ce malus est réduit de 2 points par point que vous avez en niveau d'attaque. En niveau de compétence, pardon. En expert armure lourde, vous subissez moins de dégâts lors des coups critiques. En maître, vous subissez une deuxième réduction des dégâts en cas de coup critique. Et en grand maître, ça augmente votre armure, mais de 10, ce qui a priori n'est pas fondamental. Donc la masse, marche un peu comme la hache, etc. Donc toutes les compétences ici ont des bonus, hein, voilà. Donc lui, on va en faire quelqu'un qui va se battre à la hache, au bouclier, à l'armure lourde. On va lui booster son endurance. Et on va aussi lui prendre quelques points en combat. Ça c'est sûr. Et donc vous pouvez faire ça pour tous les personnages. Vous pouvez aller dans le grimoire pour voir en termes de skill ce qu'elle aura. Donc elle peut devenir maître en esquive, en armure intermédiaire, en dague, en arbalète, en épée. Donc en épée, elle pourra, lorsqu'elle fera un coup critique, elle aura une attaque supplémentaire quand elle sera maître. Voilà. Notre ami la mage libre. Voilà, hein, donc... Bref, on va pas faire tous les skills. Donc au niveau de l'interface, vous avez donc ensuite les 4 portraits de vos personnages. Donc des portraits très classiques, hein, finalement, avec peu de choix. En dessous, vous avez la barre de skill pour chaque personnage. Donc les 3 premiers, c'est toujours attaque en mêlée, attaque à distance, blocage. Hein. Donc pour les personnages qui n'ont pas d'arme à distance, bah, l'attaque à distance, elle est grisée. Les 2 derniers, c'est toujours potion de soin, potion de mana. Et entre, bah, vous avez les skills ou les sorts que vous connaissez. Donc notre Free Mage, elle a trait de feu, 34 à 48 points de dégâts. Bourrasque qui repousse l'adversaire d'une case et qui lui fait 5 à 11 points de dégâts, voire même potentiellement de 2 cases. Armure céleste qui absorbe 62 points de dégâts que normalement devrait encaisser le groupe. Ça peut être très très utile. Par contre, excusez-moi, vous voyez les coûts en mana. Pour les sorts, on est autour de 20 points de mana par sort. Elle a 84 en mana. Je vous disais, hein, un sort ça a bouffé le tiers, en fait c'est plutôt le quart de votre barre de mana. Donc que les choses soient claires sur ce jeu, faut pas vous attendre à balancer beaucoup de sorts. Parce que les sorts c'est hyper gourmand en mana. Et la druidesse, elle a 82 en mana et ses sorts, bah ils coûtent le sort de... Elle a même pas le sort de régénération, elle a enchevêtrement. Et trait de glace qui fait entre 20 et 33 points de dégâts et qui lui fait perdre une attaque par round. Par contre toi t'as vraiment pas... Alors, ton grimoire de sort. Non, t'as vraiment rien d'autre. Hein. C'est la misère. Et vous avez 2 petits... à gauche et à droite de la barre de skill, vous voyez 2 icônes en forme de tête. Bah, ça va être pour les PNJ qui nous accompagnent. Puisque des PNJ peuvent nous accompagner, sachant que ça peut être des PNJ qui nous aident, mais ça peut aussi être des PNJ qui nous accompagnent, tout simplement pour faire des quêtes. En bas à droite, la minimap, avec les options, etc., la carte du monde. Hein. Donc la carte du monde, la péninsule d'Agin. Nous on est tout à fait à droite, là où il est écrit « Vous êtes ici ». C'est Sorpigal by the Sea. En haut, vous avez un château, le château de Port-Méron. Ce sera l'un des donjons. Ce sera le donjon de la fin de l'acte 1.
Au nord, vous avez Havremer, qui sera la grande ville de l'acte 2. Tout à fait à l'ouest, vous avez le Krag, qui sera la grande ville un peu plus tard dans le jeu. Et au sud, là, c'est Kartal, c'est la capitale. C'est là où on a envie d'aller au bout du jeu. Et donc, vous avez la carte de la zone. Alors, vous le voyez peut-être pas, c'est peut-être un peu trop foncé. Mais, en fait, la carte de la zone, si vous voyez sur la minimap, en réalité, vous avancez donc case par case parce que les cartes sont toujours en case. Donc là, j'appuie une fois sur le bouton avancer, vous voyez, ça avance d'une case. Après, ça peut être fluide tant qu'il n'y a personne. Very good. I suppose you arrived with the morning tide, with that boat from the east. Welcome to Donc Sorpigal Dunstan by the nous sea. accueille à You're raiders, Sorpigal. are you not? On va lui demander qui il est. Je m'appelle Dunstan, j'ai été aventurier à l'époque, je me suis rangé un sort que nous sommes nombreux à partager ici. Sorpigal est un lieu paisible, pour ne pas dire inerte, où les aventuriers, là de battre les routes, l'épée au poing, viennent couler leurs vieux jours au soleil. Et nous on va à Kartal. I guess the news of the Ah, mais personne n'entre ou ne sort de Kartal. the rest of the Les world. rebelles ont pris le contrôle de la ville et ont scellé les portes. Du coup, je vais dire ok, en attendant que je cherche du boulot. Je cherche donc du travail, c'est la fortune et la gloire que vous cherchez. Rendez-vous à la caserne, demandez à voir le capitaine Maximus, il recrute à ce qu'on dit. Mais j'ai oublié, vous venez à peine d'arriver, avez-vous besoin d'un guide? Non merci, je connais un peu, et puis les guides, merci. À votre guise, la ville est trop peu vaste pour qu'on s'y égare de toute façon, bla bla bla. Donc vous avancez avec les touches Z, Q, S, D, hein, et A et E hein, pour faire du strafe comme ça. Donc vous voyez sur la minimap, les cases s'éclairent, s'illuminent dès que vous les visitez. Parfois vous aurez des barils, donc c'est écrit, hein, des tonneaux, espace. Qui va boire avec ce tonneau? C'est peut-être de la curacie, alors toi? Non, c'est la résistance à la lumière. Donc vous voyez la minimap, hein, donc les différentes cases du jeu de la carte se mettent en brillance. Donc on ne peut pas interagir avec ces gens. Sans quoi on aura un message qui nous dit que pour interagir il faut appuyer sur espace. Par exemple là, hein, on peut parler aux gardes. Rentrons donc en ville. Alors au niveau des graphismes, c'est pas si vilain. C'est pas révolutionnaire non plus, mais bon. Donc, on va se balader en ville. Régulièrement, on aura des trucs, donc des livres d'histoire de Kartal. Ça, c'est du lore. Donc ici, on a une boutique d'armure, visiblement. Vous noterez, par exemple, là, en haut à droite, le bouclier. Hein, c'est quoi? C'est le bouclier qui était sur la pochette, la couverture de Heroes of Might and Magic 2. Hein, c'est le bouclier des Iron Fist, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fout là? Rien. C'est juste une allusion, quoi. Alors, tu remontes bien le bonjour. Bienvenue dans ma modeste échoppe. Avez-vous besoin d'une arme ou d'un bouclier? D'une armure ou d'un bouclier? Donc lui apprend l'expertise en armure lourde, mais pour l'instant personne évidemment ne peut le devenir. Donc on peut lui acheter du stuff, on peut lui vendre du stuff. Par exemple une barbute, ça peut être intéressant. Là il y a tout ce stuff à identifier, mais c'est pas lui qui l'identifie. On peut parler des nains de la région, voilà. Et puis on peut sortir en cliquant sur l'icône de la petite porte. Oh, un coffre. Eh bien, ma foi, récupérons les 61 pièces d'or, hein, puisque les gens laissent traîner du pognon comme ça dans la rue. Là, nous avons la caserne, où nous devons voir le général Maximus. Alors, Maximus nous demande, que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On cherche du boulot. Vous prenez pour des aventuriers, hein? Ne me faites pas rire. Avez-vous seulement déjà combattu dans votre vie? Avez-vous regardé un ennemi dans les yeux en lui enfonçant votre lame dans le cœur? C'est bien ce que je pensais. Rentrez chez vous, arrêtez de me faire perdre mon temps. Et comment on peut te démontrer notre valeur? Maximus sourit. Vous êtes tenace, tant mieux. C'est l'une des qualités dont vous aurez besoin pour survivre. Voilà ce qu'on va faire. Vous
donne une tâche simple. Si vous réussissez, on passera aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous en dites? Pas de panique. Je vous demanderai pas d'aller massacrer des rats au fin fond d'une cave. Juste des araignées. Un couple de villageois a disparu. Ma meilleure piste est un ivrogne qui prétend avoir aperçu des araignées qui surgissaient du puits à la nuit tombée. Je ne le croyais pas jusqu'à ce que je vois ces horreurs à 8 pattes, le genre repoussant. Vous et moi, on va descendre dans ce puits et on va faire le ménage. C'est pas quelques araignées qui vont vous faire peur, hein. Tant que j'y suis, quand je disais araignée, je voulais dire araignée géante. Donc ça, c'est la quête tutoriel. Et là, vous voyez, donc on a un PNJ avec nous, donc c'est Maximus. Qui tentera de bloquer des attaques, hein, donc de nous aider. Avant de faire la quête, on va quand même se balader en ville. Parce qu'on va avoir un boss dans ce donjon. Donc ici on a le magasin d'armes. Donc lui il apprend l'expertise, la compétence combat. On va pas dépenser d'argent pour l'instant en armes. Hein. De l'argent on en a à dépenser mais pour identifier les artefacts qu'on possède. Alors, un livre Chants et ritournelles de marin. Là encore c'est du lore. Alors les bouquins de lore je vais pas forcément les lire. C'est pas très utile. Ça n'a pas un intérêt quelconque. On va juste se balader en ville. Voilà, donc là on est revenu à côté de chez le marchand d'armure. Là on a la demeure d'Aileen. Qu'est-ce qui s'y passe? Aileen, quête les agneaux égarés. Je suis venu dans cette région à la recherche de 3 criminels fugitifs. L'un d'eux a rejoint une clique de bandits de grand chemin, rançonne les voyageurs qui empruntent la route de Carthal. Son naissance est Lucas, mais il se fait appeler Luc. Un autre, Kirk, ferait partie d'un équipage de pirates. J'imagine qu'on peut le trouver dans cette fosse à Purin, qu'on surnomme le Crag. Le dernier a rejoint les rangs des mercenaires de la garde noire à Carthal, mais n'est rien d'autre qu'un ramassis de coupe-gorge qui se vante au plus offrant. Son nom c'est Ripley. Si vous les rencontrez au fil de vos voyages, passez-leur un message, voulez-vous? Dites-leur que je laisse une dernière chance de renoncer à leurs frasques et de racheter leurs péchés. S'ils refusent, faites ce qu'il faudra pour mettre un terme à leurs exactions. Donc en fait, il va falloir tuer ces 3 personnes, mais il y en a un au Crag, c'est vraiment tard dans le jeu, et un à Carthal, c'est à la fin du jeu. Donc ça c'est une quête qu'on va trimballer tout le jeu, qu'on validera pas avant. De toute façon, on pourra pas, puisque l'entrée de Carthal va être bloquée avant très tardivement dans le jeu. Donc, même si on avait envie de faire cette quête, on pourrait pas. Isaac, tu veux quoi? Vous êtes aventurier, vous êtes toujours si coincé. Comment dit-on ivrogne en elfique? Nain. Ah, lui, c'est Mister Blague. Vous savez ce que c'est la boisson préférée chez les Nagas qui font des arts martiaux? Le karaté. Vous savez pourquoi les élémentaires de terre sont si méchants? Parce que... Mec, quel est le comble du loup-garou? Être mal luné. Qu'est-ce qu'un bout de métal tout rouge qui suinte de l'eau bénite? Un paladin au milieu du désert. Comment appelle-t-on un hérétique sur le bûcher? Un dur à cuire. Vous savez quelle est la période de l'année que les Rakshasas préfèrent? La mi-août. Ouais, d'accord, ouais, ok. Mec, quel est le mot préféré des morts vivants? Cerveau. Et celui des nains? Cervoise. Mec, t'es... Mister Blague, quoi. Bon, ici, c'est là qu'on doit... ici, on va acheter les potions et les objets magiques. On peut devenir expert de la compétence focus et on peut identifier surtout l'équipement. Alors, identifier l'équipement, on va tout le faire. Du coup, j'ai plus beaucoup de pognon. Mais certains artefacts, on va pouvoir les revendre, comme la hache à 2 mains. Ça, on va la revendre. Le bâton. Alors, le bâton, c'est pour les gens qui ont la compétence focus magique. Mais il faut être expert. Ça dit... bon, c'est pas mal, hein. Mais je suis pas convaincu par le délire. On va quand même le garder au cas où. On a incassable. Et un antidote. Alors par contre, ouais, il y a le casque de Kragak qu'on va donner à notre petit nain là. Voilà. Pour le reste, il faut quand même être expert pour utiliser les items.
Donc c'est d'un intérêt relativement nul. Alors, comment est-ce qu'on vend? Puis voilà, on a donc l'argent qu'on a dépensé, on l'a regagné. Voilà. Par contre, toi, tu vends des potions. On a combien de potions? 5. Ouais, c'est pas suffisamment. C'est pas suffisant, il va nous falloir beaucoup plus de potions. « 45 pièces d'or la potion. Oh fatch. Ouais non, t'es gentil, mais non, c'est trop cher. Alors, ici on a un autre tonneau. Une araignée géante. Allez, on a pris un coup de poison. Donc c'est à Leif. Leif, il tape, il rate. Safana, elle touche pour 17 de dégâts. Toi, tu vas penser un sort de feu, 43 dégâts, c'est sympathique. Et toi, bah, tu vas faire ça parce que tu n'as pas de sort de soin. Donc on a tué l'araignée géante, on a tous gagné 5 XP, on a gagné des sandales de mage et une potion de mineur. Alors ça c'est sandales de mage. Bien qu'on puisse utiliser... Tiens, on a un antidote. Comment on l'utilise cet antidote de nouveau? Clic droit, hein. Voilà. Donc ça vous donne une idée de ce qui nous attend dans ce premier donjon tutoriel. Elle veut y boire, elle va quoi? Résistance à l'eau. Bon, en même temps vous gagnez un point de résistance, c'est pas extraordinaire. Ici on a quoi? 194 gold, c'est bon à prendre. La demeure d'Orlen. C'est la banque. Alors on a une quête, fleur d'Orlen. On sait pas pourquoi, on sait pas d'où elle sort. Mais on a une quête. Donc on va aller regarder dans le journal. Donc des fleurs pour les héros défunts. Déposer les fleurs d'Orlen devant le monument, c'est dans les collines d'Achen. C'est dans l'acte 1 qu'on le fera. Mais ça aurait été bien que, en fait, il y a un petit texte pour nous indiquer pourquoi il y a cette quête, hein, qu'au moins on ait pu choisir de l'accepter. Parce que là on nous balance le truc, c'était merdez-vous quoi. Alors ici on a le temple. Donc le temple est quand même relativement grand. Et c'est le premier bâtiment où on va avoir plusieurs personnages. Donc tout en haut vous avez plusieurs portraits. Chaque portrait c'est l'un des PNJ à qui vous pouvez parler. Hein. Donc on a d'abord Lysandre qui peut nous former à être expert en magie de la lumière. Et qui peut nous offrir les services de guérison. On a Rosalie qui nous donnera une quête, les hors-la-loi. On m'a dépêché depuis Blanche-Falaise dans le duché de la Licorne pour élucider une série de brigandages survenus sur la grande route qui relie Carthage au reste de l'Empire. J'ai localisé le repère de ces bandits, j'ai besoin de volontaires pour traduire ces criminels en justice et récupérer dans le repère un objet tout particulier. Qu'en dites-vous? Oui. Quelle race vous bénisse, ne perdons pas de temps, nous allons devoir agir avant que l'objet ne soit passé aux cités franches de l'Est ou pire encore. Donc elle nous rejoint, tout comme Maximus, pour nous aider dans cette quête. Elle peut localiser les pièges et les endroits secrets. Alors j'espère qu'il n'y a pas de timer associé à sa quête. T'es qui toi? Aiolos? On peut recruter, tu es un éclaireur. Non, j'ai pas envie de recruter, j'ai plus de place. Alors, ici, à l'auberge, on a Oscar, qui forme sur la dague. On a Jassad, qui a une quête. C'est une quête permanente avec lui, c'est le bestiaire. Donc lui va nous demander de noter tous les nouveaux ennemis qu'on va croiser. Et toutes les 10 nouvelles entrées dans le bestiaire, on va pouvoir venir le revoir pour valider la quête. Donc on va garder ça toute la partie. Et à côté on a Kenji. Donc on peut le recruter, c'est un cuisinier. Sinon on peut discuter avec lui. Comme lui on peut discuter des gobelins, de Goblin Watch. Donc on parle de Goblin Watch à Sorpigal.
forcément ça résonne d'une façon assez particulière, hein, le Goblinois chasseur Pigalle. Après tout, nous avons joué à Might and Magic 6, n'est-ce pas? Alors là-bas, il y a un garde, il s'appelle Zale, intendant de Sor Pigalle. Alors, il a une quête, la crie des contrebandiers. Il y a quelques siècles de ça, Sor Pigalle était un repère de contrebandiers. Comparé au port fortifié de Carthal, c'était une tête de pont bien moins périlleuse dans la péninsule. En fait, un de mes ancêtres était contrebandier lui-même, j'ai trouvé son journal il y a peu. Apparemment, il y avait une crique secrète cachée sous la ville, c'est comme ça qu'il resquiait des marchandises dans Sor Pigalle. Mon ancêtre écrit qu'il a caché son pécule dans cette crique à l'abri d'un coffre enchanté, dont j'ai la clé. Soyez en passant, trouvez le coffre, on fera moitié-moitié. Oui. Ok, du coup ça vous fait une quête supplémentaire. Alors, le centre d'entraînement. Donc nous avons deux personnes, nous avons un arbalétrier qui va nous permettre de former en magie de l'air à l'arc et à l'arbalète. Et Enora, chevalier, donc qui va nous former sur les compétences épée, masse et hache. Donc ça, ce sera des endroits où forcément on reviendra. Et ici donc un coffre avec encore un peu d'or, pas tant que ça, mais bon, c'est toujours bon à prendre, hein. Puis dans la vraie vie, je connais personne qui met son argent dans des coffres juste devant sa maison, hein. Donc avant de partir faire les araignées, on va juste visiter la ville parce que j'aimerais bien aller m'acheter un sort de soin. De toute façon, sachant que les sorts de soin, eux on les aventuriers, mais on veut pas sortir de la ville. De toute façon, on peut pas sortir de la ville pour l'instant. Katharina, c'est quelqu'un qui veut juste discuter avec nous. Donc là, on a la bibliothèque des arcanes. C'est là qu'on va pouvoir acheter des sorts. Alors, pour Erhardt, il nous faudrait le sort de soin. Il n'y en a pas en magie de la lumière des sorts de soin? Yo, mais qu'est-ce que tu me racontes? Soin, il est là. Mais il faut être expert. Ok. Et Adanda, toi ta régénération, ça je sais, et contre-poison, ça il nous le faudrait, mais on n'a pas assez de pognon. Ce qui du coup me fait relativement chier. Alors toi du coup ton sort de régénération, on va te le mettre dans les sorts que tu connais. Et tu vas le lancer. Donc la régénération c'est un sort AOE, c'est assez puissant. Mais là du coup elle a déjà quasiment plus de mana, hein. Alors... Estevo, t'es qui? Toi tu fais que parler, tu sers à rien. Toi tu gagnes un point de régénération à l'air, Adanda. De résistance, pardon, à l'air. Ici on a, voilà, une fontaine qui nous a soigné nos bonnes gens. Ici on a une maison qui semble désert. Peut-être une quête pour plus tard. À vrai dire, je ne sais plus. J'ai fait ce jeu qu'une fois. L'araignée géante. Voilà. Et on a gagné un antidote qui pourra du coup nous être fort utile dans la caverne des araignées. Donc les araignées sont dans le puits, nous a dit Maximus. Voilà ici le puits qui s'appelle de toute façon l'antre des araignées. On va déjà faire une sauvegarde. Et on va découvrir donc comment fonctionnent les donjons. Entrer dans le donjon, bah oui c'est ce que je t'ai demandé mon con. Donc là ça fait déjà 50 minutes qu'on y est. Bon, on va faire un épisode un peu plus long pour le premier épisode, hein. Alors, donc tout en haut c'est l'indicateur de menace, hein, c'est la gemme de menace. Alors, araignée géante. Ouais,
bah, je devrais peut-être utiliser de la mana vu l'efficacité de mes personnages. Donc on a gagné 3 pièces d'or et un antidote. Donc c'est là qu'on apprécie d'avoir des attaques à distance. Parce qu'on va pouvoir sérieusement l'endommager avant qu'elle arrive. Sans utiliser de mana. Et ça c'est toujours bienvenu. Là il y a certainement une araignée hein, dans ce tonneau. Je vous l'ai dit hein. Putain mais vous êtes vraiment pas terrible les gars. Vous en chiez comme ça pour tuer une araignée, mais ça va faire quoi là? Tiens, balance un sort toi. Et toi balance donc un sort de soin. Je crois que de toute façon on dormira avant le boss. Alors un coffre avec quoi? Une lance, un anneau qui sert à rien, de l'or, des potions. Tout cela est tout à fait bienvenu. Alors un anneau qui sert à rien, des sandales c'est toujours utile, de l'or et des potions. Tout ça est effectivement fort bienvenu. Toi, t'as pas de bottes. Tu me diras, mon nain non plus, mais le nain il a un casque. Ah, cette créature est d'une laideur, soyez sur vos gardes, c'est la reine araignée. Elle risque d'être plus féroce que les rejetons. Donc ça c'est un boss. Donc c'est notre premier boss. Comme vous le constatez, elle tape super fort. Elle a un buff boss, immunité contre manipulation physique, mentale et poison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la taunter. Vous ne pouvez pas l'empoisonner. Sinon ce serait trop facile. Vous colleriez du poison, et comme c'est tour par tour, vous feriez, vous savez, comme sur l'arène dans Lords of Shulima, vous collez un dot et vous faites que straffer. Ce serait ultra simple. Donc là, non, ça marche pas. Alors, toi la louloute, tu attaques, de toute façon tu sais rien faire d'autre. Toi tu vas lancer armure céleste. Et toi régénération. Donc armure céleste, ça va encaisser une partie des dégâts. Toi tu vas popoter, toi tu vas popoter. Donc là on a été touché mais on n'a pas pris de dégâts. Grâce à la magie de l'armure céleste. Donc là on va relancer armure céleste puisque ça ne dure que 3 tours. Tant qu'armure céleste fonctionne, on n'a pas de raison de craindre grand chose, sauf les debuffs de poison qui eux, évidemment, vont continuer à tourner. Donc là on se fait empoisonner, en veux-tu en voilà hein. Bon après c'est la reine araignée donc typiquement c'est le genre de boss sur lequel tout ce que tu vas faire c'est te faire empoisonner. Ouh, joli dégâts, en plus transi. Les dommages des attaques CAC diminuent de 1. De toute façon on prend pas vraiment de dégâts avec armure céleste. Là c'était pas la peine de faire ça, c'est très con vu qu'on prend pas de dégâts. Donc là vous allez voir effectivement c'est un jeu de spam popo. Mes casters ils ont plus de mana, ils peuvent plus faire grand chose donc ils vont popoter. Donc ça c'est un boss facile, hein. Il n'y a pas besoin de travailler le placement etc. Le prochain boss qu'on fera ce sera pas la même chose hein.
Alors, bien joué aventurier, ça lui apprendra à se frotter aux bonnes gens de Sorpigal. Je vous félicite, prenez cette récompense, vous les méritez. Si vous trouvez quoi que ce soit de valeur, servez-vous. Alors, bah oui, on va se servir, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout le monde a gagné un niveau, c'est formidable. Tout le monde est empoisonné, c'est moins formidable. Donc on va prendre un antidote pour chacun. Et on a donc notre premier level up pour tout le monde. Donc level up, c'est 4 points de stats. Et c'est 1 point de skill. Donc 4 points, enfin quelques points de skill. Donc 4 points de stats. Perception, force, vitalité. Voilà. Elle. Alors, il n'y a pas que les points de stats, il y a aussi les points de skill. Donc on a 3 points de skill. Lui, on va me prendre un point en endurance parce qu'il en aurait besoin. Un point en combat parce qu'il en aura besoin. Et ensuite en hache. Et on confirme donc sa distribution. Du coup, il va acquérir des skills. Donc toi, tu vas acquérir défi, donc qui est un taunt. Un taunt juste pour le prochain tour. Et bris qui réduit la valeur d'armure de l'adversaire. Mais ça coûte 5 points de mana. Tu as 30 points de mana, donc tu vas pas pouvoir en faire trop non plus. Ensuite, toi, Malouloute. Toi, t'es mercenaire, tu as besoin de beaucoup de choses. Perception, destinée, vitalité, force. Du coup, toi, niveau stat, tu seras vachement moins balèze. Mais niveau skill, tu seras vachement plus balèze. Donc on va t'augmenter. Pour l'instant, on va tout foutre en épée. Sachant que je crois pas que tu puisses devenir expert de l'épée à Sorpigal. Alors toi, magicienne, et on va quand même te donner un point de vitalité, hein, il y en a besoin. Un point de magie, 2 points d'esprit, parce qu'il te faut beaucoup de mana. Et en skill, on va t'augmenter. Alors toi, il faut t'augmenter absolument en mysticisme et en magie de la lumière pour que tu aies du soin. Donc on va te donner, de toute façon, on va te donner tous tes points en mysticisme dans un premier temps parce qu'il faut absolument que tu gagnes de la mana. Il n'y a rien à faire. En mana, il te faut beaucoup de mana. Toi, la druidesse, c'est la même chose. Donc on va te foutre 2 points et 2 points en magie. Et au niveau skill, on va te prendre toi aussi du mysticisme parce que en fait le gros problème en début de jeu et même pas en tout le jeu, c'est la mana. C'est clairement la mana. Ok, donc on a tué la boss. Qu'est-ce qu'on a eu comme loot? On a eu une coiffe d'apprenti et un élixir de vitalité qui augmente définitivement la vitalité de 1. Bah tiens, on va donner ça au nain. Voilà. T'as gagné un point de vitalité, mon ami le nain. Et on a eu des gants en cuir. Tiens, mon ami le nain. Toi au moins, on pourra pas dire qu'on t'aura pas boosté. Et donc, comme la quête est finie, Maximus nous a quittés. Et le donjon n'est pas fini. Hein. D'ailleurs, il reste une quête à y faire. Hein. Alors j'ai pas forcément augmenté l'efficacité de mes gens hein, au combat. Peut-être est-ce une erreur. Hein. Donc ici il y a quelque chose. On voit une espèce de port. Ou... Voilà, quête mise à jour, la crique des contrebandiers. Donc le gars nous a parlé de la crique des contrebandiers, où son père avait mis ses affaires. Alors on va dormir, pourquoi ? Parce que je sais que quand on va ouvrir, c'est un piège. Donc on a un anneau non identifié, on a des potions, mais on a surtout des monstres. On a des araignées. Et on a reçu donc le coffre du contrebandier. Alors, c'est qui? C'est elle. Toi tu vas taunter l'araignée. Toi tu tapes. Et toi tu buffes en protection. Joe Labure chez Feu Empoisonné, il va vraiment falloir que je chope ce contre-poison. Voilà, toi tu tauntes.
Toi tu protèges. Alors toi tu popotes, toi tu popotes. Voilà, donc on a fini la deuxième quête qu'on avait ici, hein, à savoir donc la crique des contrebandiers. À mon avis, on est loin d'avoir fini le donjon. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ici, ça va être relativement hardcore quand même, je vous le dis. Ok, on en a tué une. Logiquement, on a re-level up. Hein. Alors, qui a été empoisonné? Donc là, on n'a plus de mana hein, sur nos bonnes gens. Mais on n'a pas du tout gagné de niveau. Hein. Je sais pas où t'as cru que t'avais gagné un niveau, mec, mais pas du tout, du tout. Hein. Liquide rouge, c'est plus ça en force. Ah, cool. Ouais, tu peux le dire. Yes. Une amulette, pas magique. Une coiffe d'apprenti, bon c'est un casque, mais qui sert à rien. Des potions et de l'or. Et tout ça, on valide le projet. Alors ça donne vraiment pas de bonus. Toi t'as pas de botte. Oui, voilà, tu as donc ton premier morceau d'armure, ta première pièce d'armure. Il faudra qu'on chope le skill d'identification, mais ça je crois que c'est la magie primordiale, le sort d'identification. Et en sort, on a peut-être des sorts plus utiles à apprendre, en l'occurrence guérison du poison. Par là, il y a encore des araignées. Alors sur ce jeu, vous ne pouvez pas reculer si vous avez des ennemis à portée. C'est au contact, pardon. Donc là, on est obligé de popoter. Non mec, t'as raté. Est-ce qu'on a assez d'antidotes pour tout le monde? Oui, ouais. Mais bon, petit à petit, ça va pas le faire. Alors, une dague, une amulette pas magique, des antidotes et de l'or. Ouais, bah c'est très bien ça. C'est très bien ça. Ça sent le piège. Coiffe d'apprenti non identifiée à Noor. Non, bah on a fini le donjon. Du coup, on a gagné du pognon, puisque nous avons actuellement 1858 pièces d'or. Nous avons quelques objets à identifier, puis quelques sorts à apprendre, puisque nous n'avons pas de niveau d'expertise à prendre dans les compétences. C'est un peu logique, hein, on débute. Mais là, on a fait du coup le tutoriel. Donc ça vous permet de jeter un coup d'œil au jeu, de voir un petit peu ce que c'est que Might and Magic 10. Donc là on va juste aller racheter, puisqu'on a dormi dans le donjon, on va racheter des provisions et on va dormir. Donc acheter des rations. Et on va dormir. I feel stronger.
Et donc là, quand vous avez dormi pendant 200 cases, vous avez un bonus. Mais ça part extrêmement vite, hein, donc à moins que vous sortiez de la ville tout de suite, ce sera plus efficace effectif quand on sortira. Salut Zail, on a ton coffre. C'est tout, j'espérais plus copieux. C'est-à-dire que c'est une fortune pour mon ancêtre. Le marché est un marché, voici la moitié de l'or comme convenu. On a gagné à peu près 100 PO. Ouais, c'est 150 PO, ouais, c'est merdique. Puis bon, on a gagné de l'XP. Petit à petit, on devient moins petit. Alors, dans cette ville, il y a beaucoup de compétences qui ne passent pas au niveau expert. Par exemple, là, en termes de compétences, Leif, il monte en H. On peut le monter en expert ici. Elle monte en épée. On peut passer ça expert ici. Elle, les deux casteuses, c'est mysticisme. Je crois pas avoir vu de personnes qui... Je pense pas que dans l'acte 1, on pourra passer expert en mysticisme. Il ne me semble pas. Donc il faudra attendre un certain nombre d'heures de jeu et d'avoir quelques niveaux à notre compteur pour avoir l'opportunité de passer... voilà. Alors pour l'instant on n'a rien eu de cassé. Et c'est bien la chance parce que sur ce jeu, l'un des trucs les plus relous, c'est la propension du stuff à casser. Bon, toi on va te vendre tout ce qu'on a à vendre. Voilà, il va nous rester du stuff à identifier, mais ça, oui, on va le faire plus tard. Enfin, on va le faire plus tard, on va le faire tout de suite. Mais donc, vous voyez, on a déjà fait le quart de notre période de buff. En fait, 200 cases, c'est très très peu. On fait pas grand chose en 200 cases sur ce jeu. Identifier le stuff, ça va nous coûter 150, merci, mais oui, c'est rentable parce que nous avons une coiffe, 1 armure, 5 résistance au feu, c'est pour toi, une coiffe, pas d'armure, mais résistance à la lumière et magie de la terre plus 1, ça c'est très bien pour toi, une bague plus 1 en résistance à toutes les écoles de magie et 100% à la protection contre la faiblesse magique. On va donner ça à toi. Du coup, c'est pas si mal, mais il nous faudrait des potions de mana. Hein. J'en ai acheté 4. Oui, ça m'a coûté 200 gold. Oui. Donc effectivement, sur ce jeu, le gold va énormément être dépensé en potions. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ce jeu, c'est spam popo, je vous l'ai déjà dit. Et c'est assez malheureux, mais vous allez constater que c'est la stricte vérité. C'est vraiment spam popo. Et je suis pas fan de l'idée en fait, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix fait par les développeurs. Donc bon, voilà quoi, on n'a pas le choix. Alors, au niveau des sorts, parce qu'on est là pour acheter des sorts. Donc pour Adanda, on a contrepoison, ça de toute façon il faut l'acheter. Alors protection contre l'eau, conscience, réveil un allié endormi, glaciation. Tout ça, ça peut être sympa. Et pour Erhardt, qu'est-ce qu'on a comme sort qu'elle peut acheter? Alors, identification, c'est où? C'est là, il faut être expert en magie primordiale. Oh la vache. Alors, gel du temps, les ennemis visés sont piégés dans un état hors du temps, ils ne peuvent plus attaquer, ni se déplacer, ni être attaqués. Afflux de mana. La prochaine fois que l'ennemi lance un sort, il subit des points de dégâts. Ça serait utile contre les nagas. Clairvoyance. Orbe de lumière, bah ça c'est le sort de torche. Protection de lumière. Préscience, torche. Protection contre le feu. Alors tout ça c'est bien. Le problème c'est que sur ce jeu, la mana est tellement rationnée que ça ressemble à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, ça fait quand même 1h15, bon an mal an, qu'on est sur le jeu. C'est beaucoup, hein.
Tiens, mais il y a un coffre, cool. Donc on va s'arrêter là. Là, on a le droit de sortir de la ville maintenant. Mais on n'a pas été revoir Maximus pour voir la quête. Donc on va juste chercher la quête chez Maximus. Et puis on fera une petite pause. Salut Maximus. Alors, donc Maximus nous donne sa prochaine quête qui est que le phare qui est à proximité a été envahi. On a reporté la présence de Naga autour du phare. Donc il nous demande d'aller libérer le phare. Et ce sera effectivement notre prochain objectif. Notez au passage que lui propose de devenir maître de la compétence endurance, musculation quoi. Et on va donc enfin pouvoir sortir de Sorpigal. Elle n'a pas nouvelle, mais Sorpigal l'a sur mer. Donc voilà, ça sera au prochain épisode. Donc je vous dis à bientôt les gens. Ciao ciao.